Bonjour à tous pour cette toute dernière matière du cours de mécanique théorique. Après ça, c'est fini, vous connaîtrez tout. Alors c'est fini pour le livre, mais vous allez encore travailler une fois cette matière-là en live. Et puis après, on vous réserve une petite surprise qui est une visite guidée de l'expérimentarium. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, la dernière matière, ce sont les collisions. Les collisions, quand par exemple une voiture entre en collision avec un camion, quand par exemple une bille rentre en collision avec une autre bille quand on joue au billard. Pour cela, on a besoin d'une nouvelle grandeur physique, qui est la... Alors, une collision, comme vous en doutez, ça va dépendre de votre vitesse. Plus vous allez aller vite, plus a priori il va y avoir une grosse collision. Et ça va dépendre aussi de votre masse. Ces deux facteurs, multipliés l'un avec l'autre, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Quantité de mouvement qu'on note P, souvent dans les littératures, ou Q. C'est la même chose. Q comme quantité de mouvement. En fonction de votre professeur, en fonction de la vidéo, on va employer l'un ou l'autre. Petit p ou petit q. À ne pas confondre avec le poids, évidemment. Alors la quantité de mouvement, c'est une variable qui va être conservée dans une collision. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux dire que dans une collision, la quantité de mouvement avant la collision va être égale à la quantité de mouvement après la collision. Mais pour avoir une collision, il faut au moins deux objets. Je ne peux pas faire de collision avec moi-même. Et donc quand je parle de quantité de mouvement, ici je parle de la quantité de mouvement totale de tout le système. Je peux prendre un exemple. Si j'ai deux billes, on va jouer au billard. Je vais donc commencer par dessiner le sol. Et j'ai ici une première bille. Je vais appeler ça la bille 1. Et là j'ai une deuxième bille. J'appelle ça la bille 2. Ma bille 2, elle est au repos. Ma bille 1, quant à elle, elle a une certaine vitesse. Par exemple, parce que je viens de taper dedans avec ma queue de billard, hop. Je vais donc avoir une collision ici en ligne droite, ce qu'on appelle une collision à une dimension, seulement selon x. Et j'aimerais bien un peu savoir ce qui se passe. Je vais donc séparer ça en deux instants. Je vais dire ça c'est avant. Et donc ma quantité de mouvement totale avant, on voit que j'ai qu'un vecteur ici selon x. Je peux donc faire un système d'axes, exactement comme on l'avait fait auparavant. Pourquoi j'ai besoin d'un système d'axes? Parce que je joue avec des vecteurs. La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Comme la vitesse est un vecteur, ma quantité de mouvement est un vecteur. J'ai une quantité de mouvement vers la droite, vers les x positifs. Et donc tout ceci, je vais l'écrire selon x. Selon x, qu'est-ce que j'ai? J'ai la masse de ma bille 1 fois la vitesse de ma bille 1. Ça, c'est la quantité de mouvement de la bille 1. Plus la quantité de mouvement de la bille 2, qui vaut la masse de la bille 2 fois la vitesse de la bille 2. Ici, dans mon cas particulier, on sait que ma masse 1, on va faire simple, on va dire que c'est une masse de 1 kg. Et on va faire encore plus simple, on va prendre la même bille de l'autre côté, une masse 2, aussi de 1 kg. Ça veut dire que ici, ma masse 1 vaut 1 kg, et ici, ma masse 2 vaut 1 kg. J'ai aussi une vitesse initiale. Pour fixer l'esprit, imaginons que je la lance relativement vite, à 5 mètres par seconde. Ça veut dire que ma vitesse 1 vaut 5 mètres par seconde. Et ma vitesse 2, on était au repos, donc elle vaut 0. Et on voit que ceci, la quantité de mouvement, vaut donc 1 fois 5, ça fait 5, plus 1 fois 0, ça fait 0. Donc 5 plus 0, ça me donne 5. Ma quantité de mouvement avant le choc est de 0. Et dans une collision, dans un choc, j'ai une conservation de la quantité de mouvement.
Ça veut dire que si je dessine la situation après, je vais la dessiner en mauve. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ma bille 2 qui a été tapée, qui est partie avec une certaine vitesse. Je vais appeler ça V après. Et j'ai ma bille 1 ici. Alors ma bille 1, quelle va être sa vitesse? C'est un peu la question. Je vais déjà vous donner la réponse dans ce cas-ci. En fait, elle va s'arrêter net. Donc celle-ci va venir au repos. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai deux billes. La première vient taper la deuxième. Et puis la première devient immobile et c'est la deuxième qui part. Tout ceci, je vais réaliser cette expérience-là à l'expérimentarium la semaine prochaine. Et donc vous allez avoir une vidéo qui vous montre tout ça en jolie expérience. Pour des raisons techniques, on ne savait pas vous fournir la vidéo cette semaine-ci, donc il va falloir être un tout petit peu patient. Maintenant, c'est pas plus mal, comme ça vous aurez bien vu la théorie pour bien comprendre l'expérience qu'on vous présentera. Mais pour l'instant, je vous demande de me croire. Si j'ai une bille ici qui arrive, tac, 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 et qui vient taper là, dans une demi-deuxième bille, ben la deuxième bille est chassée, et la première bille prend sa place en fait, et s'arrête là. Calculons ma quantité de mouvement dans ce cas-ci. Alors, je suis toujours selon x, et donc, ma quantité de mouvement totale après, c'est la masse de ma bille 1 fois la vitesse de ma bille 1 après, plus la masse de ma bille 2 fois la vitesse de ma bille 2 après le choc. Comme je vous l'ai dit, ici la masse n'a pas changé. Ma bille 1 a toujours une masse de 1 kg. Ma bille 2 a toujours une masse de 1 kg. Ici, je vous l'ai dit, alors il y aurait moyen de le savoir sans ça, mais pour l'exercice ici, pour simplifier l'introduction, je vous l'ai dit, la vitesse 1 après, imaginons que je regarde l'expérience, je vois bien qu'elle s'est arrêtée, donc elle vaut 0. Et je cherche un peu, c'est quoi la vitesse là? Sachant que j'ai vu que ma première bille s'était arrêtée, quelle est la vitesse de la deuxième bille? Si je fais la somme de ceci, j'ai 1 fois 0, ça fait 0, plus 1 fois V2. Donc au final, ici, mon terme à gauche, il vaut V2 après. Et j'ai conservation de la quantité de mouvement. Donc ma quantité de mouvement avant doit être égale à ma quantité de mouvement après. Et donc là, on voit tout de suite que j'ai 5, qui était ma quantité de mouvement avant, est égal à V2 après, qui est ma quantité de mouvement après. Et donc on voit ici que dans ce type de collision, c'est-à-dire dans le cas où j'ai ma première bille qui se retrouve juste à l'arrêt après la collision, la vitesse de ma bille 2 est exactement la même que ma vitesse de la bille 1 avant le choc. Ceci, c'est par conservation, non pas de l'énergie comme on a vu auparavant, mais de la quantité de mouvement. Ça, c'est la première chose à voir. Maintenant, intéressons-nous un peu au type de collision, de choc qu'on peut avoir. On va dire qu'on a des collisions. Et donc, dès que vous entendez le mot collision, vous devez vous dire « Ah, conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc. » Et comme vous l'avez vu, j'ai pas fait ça bille par bille, j'ai fait ça pour toutes les billes d'un coup. Et toutes les billes d'un coup. C'est bien la quantité de mouvement totale du système avant qu'après. Un exemple de ceci, c'est par exemple si vous avez une bombe qui explose. Votre bombe au début, sa quantité de mouvement, c'est m fois v. Mais si ma bombe, je la pose juste au sol et que j'attends qu'elle explose, alors sa vitesse vaut 0. Et donc la quantité de mouvement avant ce qui va s'ensuivre, c'est-à-dire l'explosion, est de 0. Par contre,
Après, elle va exploser. Ça veut dire qu'elle va se morceler en plusieurs petits bouts et que les bouts vont voler dans tous les sens. Et bien, si je prends chacun des bouts, si je prends le bout qui a volé ici, le bout 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 ici, et je regarde la quantité de mouvement de chacun, P1, P2, P3, P4, alors comme je vous l'avais dit, moi j'appelle ça P pour la quantité de mouvement, on pourrait noter ça Q, eh bien je dois avoir que ma quantité de mouvement initiale, donc avant l'explosion, P avant, qui était égal à 0, doit être égal à P après, qui vaut P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 si j'ai 6 morceaux. Et chaque P, c'est la masse du morceau fois la vitesse du morceau, etc. Et donc typiquement, si j'ai un très gros morceau qui part à droite, ben, il me faudra quelque chose qui compense à gauche. Par exemple, plein de petits morceaux qui vont aller à gauche. Si j'ai une explosion qui se sépare juste en deux, ben, j'ai un morceau qui va à droite, et ben alors il n'y a pas le choix, l'autre morceau va aller à gauche. On peut même complexifier encore ceci. Imaginons que je reprenne ma bombe, mais cette fois-ci, c'est une grenade. Donc j'ai quelqu'un qui va se mettre à lancer la bombe et qui va partir comme ça. Ma bombe, elle a donc une certaine vitesse. Du coup, avant l'explosion, je vais appeler ça la masse de la bombe, fois une certaine vitesse, qui va exploser. Est-ce que ça va exploser comme ceci dans toutes les directions, de manière équitable? Non. Parce que ici, si j'avais P1, P3, P2 et P4, ici, si je fais la somme P1 plus P2 plus P3 plus P4, je devrais tomber, là, vu mes flèches en rouge, sur 0. Or, j'ai pas une quantité de mouvement 0 avant l'explosion. J'ai une quantité de mouvement m fois v. Donc j'ai une quantité de mouvement qui va dans la direction générale vers la droite. Et donc, la somme de mes forces doit me donner cette quantité de mouvement initiale. Et donc mon explosion va plutôt me donner quelque chose comme ceci. Je vais avoir des bouts qui vont partir comme ça, des bouts qui vont partir comme ça, des bouts qui vont partir comme ça. Mais vous voyez que la somme de mes vecteurs rouges va me donner ma quantité de mouvement bleu. D'accord? Alors je pourrais avoir des morceaux qui partent dans l'autre sens. C'est pas un problème. Mais ils devraient être fortement contrebalancés par ceci. Et donc a priori, sauf si vous n'avez pas de chance, en lançant une grenade vers l'avant, si elle explose en plein mouvement, il y a plus de chances que j'ai des débris par là que derrière. Et si j'ai des débris qui partent derrière, ça ne peut pas être les débris principaux. Ça devrait être des débris à faible vitesse ou à faible masse. Maintenant, bon, il vaut mieux se protéger quand même. Ça veut dire quoi faible masse? Ça veut dire quoi faible vitesse? Si jamais c'est quelque chose de peut-être très léger, 100 grammes, mais qui vient à 50 km à l'heure, ça peut facilement crever un œil ou quoi, hein. Donc ça reste dangereux dans toutes les directions, mais on voit quand même qu'il y a des directions privilégiées, dues à cette conservation de la quantité de mouvement. Ici, j'avais une certaine quantité de mouvement au départ, bah, même si ça se casse en plusieurs objets, la somme des quantités de mouvement de ces objets est égale à ma quantité de mouvement au départ. Donc ça, je vais le répéter encore une fois. La quantité de mouvement avant pour tout le système, ici tout le système était en 1, c'était ma bombe, est égale à la quantité de mouvement de tout le système, cette fois-ci c'est mes 4 bouts, après le choc ou l'explosion. Ceci c'est donc bien la conservation de P. Une autre manière d'écrire la conservation de P, c'est de dire que P ne varie pas. Donc ici, je viens de dire la dérivée, qui dit vraiment littéralement comment varie quelque chose, donc la dérivée de P, la dérivée de la quantité de mouvement, vaut 0. Ça, c'est vraiment une autre manière d'écrire la conservation de la quantité de mouvement.
Alors, hop, on va écrire correctement conservation. C'est ce qu'on avait fait pour l'énergie. Pour la conservation de l'énergie, on avait dit que la variation de l'énergie au cours du temps était égale à 0. Donc c'est le même principe. Ceci, il y a une condition. Il y a une condition pour que ce soit vrai. C'est si il n'y a pas de somme des forces extérieures. S'il n'y a pas de résultante des forces, en fait. J'aimerais bien vous montrer une nouvelle formule. C'est qu'en fait, la somme des forces, c'est égal à la dérivée de la quantité de mouvement. Vous allez me dire, oula, monsieur, vous faites une formule compliquée. Ben, allons un peu plus loin. La quantité de mouvement, je vous ai dit que c'était la masse fois la vitesse. Donc je pourrais écrire ça comme ceci. La somme des forces, c'est la dérivée de la masse fois la vitesse par rapport au temps. Ici, j'ai deux termes. Alors, normalement, on devrait avoir vu les dérivés. Quand j'ai une dérivée de deux termes, je peux écrire que c'est m fois la dérivée de v par rapport au temps, plus v fois la dérivée de m par rapport au temps. Si ça vous dit rien, je vous renvoie vers votre cours de mathématiques. Mais tiens, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça c'est vraiment la définition de l'accélération. Et donc je peux écrire que la somme des forces est égale à m fois l'accélération. C'est vraiment ça. Plus un autre terme, v fois comment varie la masse. Ceci en fait c'est la vraie formule, entre guillemets, de F égale ma. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et en plus, il y a quelque chose d'autre qui peut venir des forces, c'est on reste à vitesse constante, mais la masse change. C'est comme ça souvent qu'on se déplace quand on a des objets en orbite. On a beaucoup de mal à créer une accélération suite à des forces. Mais alors ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer une masse en deux pour permettre de gagner de la vitesse. Typiquement, c'est ce que font les navettes spatiales en jetant une partie de leur masse en arrière pour avancer vers l'avant. En électromécanique, il est peu probable que vous ayez fait des expériences de tours de fraiseuse, sur la Lune. Donc dans notre cas, on va toujours considérer, ok, la masse reste constante, la masse ne varie pas. Maintenant, si la masse variait, ça jouerait évidemment. Et donc si la masse ne varie pas, la dérivée de la masse vaut 0. Et donc je tombe bien sur la somme des forces est égale à ma. Et donc, écrire ceci ou écrire ceci, ça revient au même. Ceci, c'est juste une version plus générale. La dérivée de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces. Mais c'est la même formule en fait. Qu'est-ce qu'on a appris grâce à ceci? J'ai une grandeur qui s'appelle la quantité de mouvement. Si jamais j'ai des forces extérieures, bah, on ne sait pas faire grand-chose avec cette quantité de mouvement. En fait, on revient à F égale ma. Si j'ai des forces extérieures, bah, j'ai une accélération, un objet va aller plus vite, moins vite, etc. Par contre, si j'ai pas de force extérieure, si je suis en ce qu'on avait appelé en statique, c'est-à-dire si j'ai pas d'accélération, je reste à vitesse constante, quoi, et que dans mon système en statique, tout d'un coup, j'ai un choc au sein de mon système, et donc là, attention, je ne considère pas une bille seule, je considère un système de deux billes, et donc quand elles vont venir se taper l'une contre l'autre, il y aura évidemment des forces, mais je considère ça d'un point de vue comme si c'était des forces internes. J'ai deux billes et il y a ma bille qui tape sur l'autre bille et c'est à l'intérieur de moi. C'est un peu comme si je prenais mes deux mains et que je les frappais. Oui, il y a des forces entre mes mains, mais j'ai pas été poussé moi de l'extérieur. C'est moi qui ai bougé mes mains. Ici, j'ai mes deux billes. C'est un travail interne qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir tout d'un coup taper une bille du pied. Un très bon exemple de force extérieure, c'est si je venais tenir ici la bille.
Alors c'était un pied, je ne sais pas si vous avez vu. Si je tiens ici la bille, ben, peu importe conservation de la quantité de mouvement, etc., elle va jamais bouger cette bille, elle est bloquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une force extérieure, c'est mon pied qui la tient. Mais s'il n'y a rien qui la tient, s'il n'y a pas de force extérieure, j'ai conservation de la quantité de mouvement. Conservation de la quantité de mouvement qui revient aux exercices qu'on avait fait précédemment. En disant, d'accord, j'ai la masse de la bille 1 fois sa vitesse et la masse de la bille 2 fois sa vitesse avant le choc. Et s'il n'y a pas de force extérieure, donc si la personne qui tient ma bille par exemple, je vais pouvoir comparer ça à mes deux billes après le choc, avec une masse ici et une masse ici. Le prime ici dans mon cas, c'est quand on a la vitesse après le choc. Voici pour la quantité de mouvement. Alors comme d'habitude, il n'y a pas de démonstration à connaître, vous ne devez pas être capable de dériver la quantité de mouvement, mais vous devez savoir que cette formule de conservation de la quantité de mouvement, elle a une condition forte, c'est qu'il n'y ait pas de force extérieure. Et vous devez savoir que la somme des forces est égale à MA. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, c'est chouette si vous le savez, mais on ne va pas vous demander, tiens, quel est le lien entre F égale MA et la dérivée de la quantité de mouvement? Ça non. Maintenant que nous avons vu c'était quoi une collision, et donc je vais recommencer ce que j'avais écrit plus tôt. Donc j'ai les collisions. Qui dit collision dit directement la quantité de mouvement totale avant la collision est égale à la quantité de mouvement totale après la collision. Mais j'ai plusieurs types de collisions. J'ai ce qu'on appelle les collisions élastiques. Une collision élastique, c'est une collision sans perte d'énergie cinétique. Sans perte d'énergie cinétique, ça veut dire que l'énergie cinétique totale, de nouveau, de tout mon système avant le choc, est égale à l'énergie cinétique totale de tout mon système après le choc. Reprenons mon exemple avec mes deux billes qui rentrent ici en collision. J'ai ma bille 1, souvenez-vous, on avait dit qu'elle faisait 1 kg et qu'elle avait une vitesse de 5 mètres par seconde, avec une bille 2 qui avait aussi une masse de 1 kg, on prend la même bille, et qui a une vitesse de 0 mètres par seconde. Alors attention, c'est pas comme en énergétique où j'ai deux moments, ici j'ai bien un moment, le moment avant le choc où j'ai deux billes. Et donc avant le choc, j'ai la quantité de mouvement totale, qui vaut la quantité de mouvement de la bille 1 plus la quantité de mouvement de la bille 2. Ici, je ne l'ai pas redit, mais on est bien toujours selon x évidemment, puisque ce sont des vecteurs qu'on a projetés. Et j'ai donc M1 V1 plus M2 V2. Donc la quantité de mouvement que j'ai avant, c'est 1 fois 5 plus 1 fois 0, c'est donc 5. En termes d'unité, on voit que j'ai une masse fois une vitesse, donc ce sont des kilogrammes mètres par seconde. Ça, c'est une chose qui va être conservée dans la collision, pour la simple et bonne raison que c'est une collision. Il y a autre chose qui va être conservée, c'est l'énergie cinétique totale, qui vaut l'énergie cinétique de la bille 1 plus l'énergie cinétique de la bille 2, c'est-à-dire 1 demi M1 V1 carré plus 1 demi M2 V2 au carré. J'ai donc ici 1 demi fois 1 kg fois 5 au carré. Et ici, peu importe ce que ça vaut, puisque V2 vaut 0. Et donc, ici à gauche, j'ai 5 au carré divisé par 2. Ça fait 12,5. C'est une énergie, donc on est en joules.
Petit exercice pour vous, tiens, le joule, comment est-ce que je peux l'exprimer en unité de Vessie, c'est-à-dire avec des mètres, des kilogrammes, des secondes, etc. Voilà. Si vous savez, tant mieux. Si vous ne savez pas, je vous invite à revoir cette partie-là. Ça, c'était ma situation avant. Qu'est-ce qui se passe après le choc? Après le choc, j'ai donc mes deux billes. Ici, j'ai la bille 1 là, la bille 2 là. Et pour l'instant, cette fois-ci, je vais plus refaire l'hypothèse que j'avais tantôt, de dire ah, j'ai vu la bille s'arrêter. Imaginons que j'ai pas encore vu le choc, j'ai envie de prévoir ce qui va se passer. Donc on va supposer que j'ai une vitesse V1', inconnue, et j'ai une vitesse V2', inconnue. On voit bien que ça va aller vers la droite, puisqu'avant ma quantité de mouvement, ici, elle allait vers la droite, donc là je dois bien avoir une quantité de mouvement vers la droite. Mais peut-être que je pourrais avoir quelque chose qui fait comme ça avec V2', et que ça va tellement vers la droite qu'il faudrait compenser avec V1' dans l'autre sens. Peut-être. On va regarder un peu, mathématiquement, ce que nous disent nos formules. Donc mathématiquement, toujours selon x évidemment, je vais regarder ma quantité de mouvement totale de tout mon système après. C'est donc toujours P1 plus P2. Alors je vais appeler ça prime, comme on est après, c'est plus rapide que d'écrire chaque fois avant, après, etc. C'est donc la masse de M1 qui n'a pas varié. On pourrait imaginer un exercice où elle varie, mais ici non. Fois V1' plus M2 fois V2'. Oups, je disais donc M2 fois V2'. Mes masses valent 1 kg, donc je peux juste écrire ça V1' plus V2', et c'est tout. C'est le mystère, c'est ce qu'on cherche. Pareil pour mes énergies cinétiques totales après. C'est l'énergie cinétique de 1, je vais appeler ça prime après, plus l'énergie cinétique de 2 après. Donc c'est 1 demi la masse de 1 fois la vitesse 1 prime au carré, plus 1 demi la masse de 2 fois la vitesse 2 prime au carré. Je vais remplacer par mes valeurs. Comme les masses valent 1, j'ai juste 1 demi V1' carré plus 1 demi V2' carré. Et quel est le lien entre ces deux moments, entre avant le choc et après le choc? Comme j'ai pas eu de force extérieure, pas quelqu'un qui tient les billes, qui souffle sur les billes, ici c'est qu'un choc interne entre mes deux billes, j'ai conservation de la quantité de mouvement. Et donc j'ai cette égalité-ci, que 5, qui était ma quantité de mouvement avant le choc, est égale à V1' plus V2'. Mais j'ai un choc élastique. On verra plus en détail ce que c'est élastique et dans quel cas un choc est élastique ou pas élastique après. Pour l'instant, croyez-moi, c'est un choc élastique. Et donc, j'ai conservation de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que mon énergie cinétique avant, 12,5, est égale à 1 demi V1' carré plus 1 demi V2' au carré. Alors bien faire la distinction entre les deux. Pour toutes les collisions, même celles qui ne sont pas élastiques, j'ai conservation de la quantité de mouvement. Par contre, pour les collisions élastiques, c'est-à-dire les collisions sans perte d'énergie où j'ai un choc parfait qui transfère toute l'énergie entre les billes, j'ai conservation de l'énergie cinétique et donc je peux écrire ce que j'ai écrit en bleu. Reprenons ça au slide suivant. Donc j'avais 5 égale V1' plus V2' et j'avais 12,5 est égal à 1 demi V1' au carré plus 1 demi V2' au carré. Ici j'ai un système de deux équations à deux inconnues qu'il est possible de résoudre de diverses manières. Moi la première chose que je me dis c'est que j'aime pas les 1 demi ici. Et donc pour enlever des 1 demi, une technique ce serait de tout multiplier par 2. Si je fais x2 ici, je dois le faire aussi pour tous les termes à droite de mon égalité.
Donc ça fait 2 fois 2,5 est égal à 2 fois 1 demi plus V1 prime au carré plus 2 fois 1 demi V2 prime au carré. Ce que je peux réécrire comme 25 égale V1 prime au carré plus V2 prime au carré. Ce n'est pas une obligation, il y a très bien moyen de s'en sortir sans ça. C'est juste que je trouve ça un peu plus joli, j'ai pas des 1 demi qui traînent. Question de style. Ici, comme vous commencez à me connaître, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je vais continuer à le faire par substitution. C'est-à-dire que je vais isoler un terme ici, par exemple V1', en disant que V1' c'est égal à 5 moins V2'. Et puis, je l'injecte dans cette équation-ci. Ça veut dire que j'ai 25 est égal à, ici, je vais injecter cette équation-ci, donc à 5 moins V2' au carré, plus V2' au carré. On va continuer à avancer. Ici, j'ai un carré parfait. A plus B au carré, c'est égal à A carré plus B carré plus 2AB. Ici, j'ai un moins. Donc ici, ça va être moins 2AB. Ça, c'est des formules que vous devez connaître. Sinon, si vous avez jamais un doute à l'examen, vous l'écrivez comme ceci et vous distribuez. Soyez pas bloqué parce que vous ne connaissez pas une formule. Il suffit de débloquer. Vous voyez qu'ici, je vais avoir mon 5 au carré. Là, je vais avoir mon V2 au carré. Et puis après, il y aura ce qu'on appelle le double produit qui viennent de ce 5 fois V2' là et de celui-ci. Mais bon, ça, normalement, ça devrait aller. Je vais donc faire ce calcul. 5 au carré, ça fait 25. V2 au carré, ça fait V2' au carré. Et puis j'ai le double produit. Donc 2 fois 5, ça fait 10. V2'. Mes 25 ici peuvent se simplifier. J'ai 25 à gauche, je fais passer le 25 là, donc j'ai moins 25. Est égal à, j'ai deux fois des termes en V' carré, donc à 2 V2' carré, moins 10 V2'. Ce qui veut dire que j'ai 2 V2' au carré, moins 10 V2' est égal à 0. Ceci, ça vaut 0, et j'ai juste réécrit l'équation dans l'autre sens. Ici, on voit que je peux mettre V2' en évidence. Je vais le faire. J'ai donc V2' en évidence. C'est qu'ici, pour avoir le même résultat, je dois avoir 2 V2'. En effet, si je fais V2' fois 2 V2', j'ai 2 V2' au carré. Et de l'autre côté, j'ai juste moins 10. Parce que V2' fois moins 10, ça fait moins 10 V2' égal à 0. Quand j'ai un terme fois un autre égal à 0, ça veut dire que soit A est égal à 0, parce que 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, soit B est égal à 0, parce que A fois 0, ça fait toujours 0. Donc ici, ça veut dire que soit V2' est égal à 0, soit 2V2' moins 10 est égal à 0. Alors le premier cas, on va tout de suite l'annuler. Ça n'aurait pas de sens. Que ma bille bouge pas du tout, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas eu de choc, pas eu de collision. On va donc partir ici et voir que j'ai 2V2' est égal à 10 et donc que V2' est égal à 5 mètres par seconde. Ça me donne un résultat. Je peux maintenant employer le résultat ici pour aller chercher V1'. Donc V1' est égal à 5 moins V2'. Et V2', on vient de trouver que c'était 5. Et donc ici, j'ai une vitesse de 0 mètres par seconde. Alors, ce que je voulais entourer, évidemment, c'était tout le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai deux billes, une qui avance ici à 5 mètres par seconde, et une qui est immobile, et puis qu'après mes billes rentrent en collision, ça fait un gros tac, et bien ce qui va se passer, c'est que ma bille 1, qui était ici, qui est ici, qui est ici, va être au repos.
Par contre, la vie 2, qui était ici au repos, c'était V2, V2', elle va passer à 5 mètres par seconde. Et on peut vérifier, ma quantité de mouvement est conservée. J'avais bien ici 1 kg fois 5 mètres par seconde au début, qui devient 1 kg fois 5 mètres par seconde à la fin. Alors vous voyez que cette possibilité, c'est parce qu'elles avaient les mêmes masses. Si on avait des masses différentes, c'est pas ce qui se serait passé. Autre chose, on voit que l'énergie cinétique est conservée. J'avais 1 demi fois la masse fois 5 au carré, qui devient 1 demi fois la masse fois 5 au carré. Ça, c'est possible parce que c'est une collision élastique. Toute mon énergie est gardée, et en plus j'ai une collision, donc la conservation de la quantité de mouvement. Voilà. Après, qu'est-ce qui peut changer? Les conditions. On pourrait vous dire, tiens, en fait, j'ai une masse de 2 kg qui va toucher une masse de 1 kg. Tiens, ma masse arrive avec 5 mètres par seconde et elle touche une bille qui avançait à 1 mètre par seconde. Je pourrais imaginer aussi des billes qui avancent l'une vers l'autre. Tout ceci, vous aurez l'occasion de les voir dans les exercices et dans la vidéo de l'expérimentarium de la fois prochaine. Là, c'est une vidéo d'introduction. Donc, je m'arrête là pour les collisions élastiques. On va passer maintenant à un autre type de collision. L'autre type de collision en question, ce sont les collisions. Et alors là, je ne vais pas plus loin. Quand vous entendez collision, rappelez-vous, ça veut dire que la quantité de mouvement totale du système avant le choc doit être égale à la quantité de mouvement totale après le choc si pas de force extérieure, comme on l'avait vu. Et là, on regarde les collisions inélastiques. Une collision inélastique, c'est une collision avec perte d'énergie cinétique. Et là, il n'y a pas d'équation en plus. On pourrait écrire EC tot avant doit être différente de EC tot après. Je ne vais pas avoir la même énergie dans mon système avant qu'après. Je pourrais dire que la variation d'énergie cinétique totale, delta, ou la dérivée, comme on l'avait déjà fait, va être différente de 0. Il y aura une variation d'énergie. Mais ça ne va pas m'aider à faire mes calculs, de savoir que d'accord, ça va être différent, oui, mais tantôt on avait une condition forte pour les conditions élastiques. Ah, ça va être identique et donc je peux ajouter ça dans mes équations. Ici, ça ne fait pas d'équation en plus, c'est juste si on a une collision inélastique, bah, quantité de mouvement avant égale quantité de mouvement après. Point. Et ces exercices-là sont encore plus simples en fait. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de collision inélastique? Où est-ce qu'on perd de l'énergie? Alors en fait, la réponse la plus complète, ce serait tout le temps, grosso modo. En effet, dès qu'il se passe quelque chose d'autre que du mouvement, par exemple, un son, si je tape au billard une bille sur l'autre, vous allez entendre un tac. Ça, c'est parce qu'il y a eu une onde, une énergie sonore qui est sortie de cette collision. On ne peut pas créer l'énergie à partir de rien, donc vous avez perdu un peu de vitesse pour créer cette énergie. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est assez faible. De fait, c'est assez faible. Un autre type d'énergie, il va y avoir de l'énergie thermique dégagée. Vous le savez, si vous essayez d'allumer un feu, vous pouvez taper deux silex l'un sur l'autre. C'est en tapant ici avec une énergie cinétique, avec le choc, ça va se transformer en chaleur. Mais est-ce que ça va faire beaucoup de chaleur? On verra, mais a priori, pas tant que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler de collision quasi-élastique. Quand je parlais du billard, c'est une collision quasi-élastique. On pourrait dire, ok, à la grosse louche, l'énergie cinétique est conservée. Si on dit que c'est quasi-élastique, ça nous permet de trouver les bonnes équations, etc. Certes, peut-être qu'au lieu d'avoir comme tantôt ma vitesse de 5 mètres par seconde, qui devient exactement 5 mètres par seconde après le choc, ce sera peut-être 4,99, mais c'est un détail. Par contre, il y a des cas où c'est pas du tout un détail. Typiquement, quand on fait un crash de voiture. Une voiture, on pourrait se dire, ah mais je vais la construire super solide, indéformable, avec vraiment un matériau très 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 solide. Si c'est super solide, ça veut dire que votre matériau ne va pas se déformer. Et donc, s'il ne se déforme pas, vous allez avoir une collision qui est quasi élastique. Qui dit quasi élastique, il dit qu'il y a conservation de l'énergie cinétique.
et donc que vous allez vraiment avoir une sensation de rebond. Que votre conducteur il va se cracher à 120 km/h dans un sens et puis il va être repoussé dans l'autre sens et il va prendre énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que le corps, lui, il se déforme. Vous aurez beau faire la voiture la plus solide que vous voulez, votre corps il est relativement mou. Et donc il va subir plein de chocs inélastiques, il va y avoir vos côtes qui vont se déformer, vous allez avoir des fractures, vous allez passer un très mauvais quart d'heure, enfin un quart de seconde plutôt. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a plutôt envie que ce soit la voiture qui se déforme, qu'elle absorbe une grande partie de cette énergie cinétique. On va donc avoir une collision inélastique entre la voiture et par exemple un camion. C'est pour ça que dans vos voitures, vous avez beaucoup de vide, beaucoup de tôles qui se plient facilement, et dès que vous voyez un crash, par exemple une voiture qui se prend juste même un poteau ou quoi, vous dites purée, mais les dégâts que ça va avoir. Alors j'ai déjà entendu des gens dire ah mais ça c'est comme ça fait plus de frais, ça coûte plus cher et tout. Alors pour certaines parties il y a peut-être un peu de ça, mais c'est surtout en fait une question de sécurité routière. Plus votre voiture se déforme, plus c'est elle qui va absorber le choc, et pas vous. Et donc une bonne manière en fait de retenir un peu quand est-ce qu'il y a des collisions inélastiques, bah, c'est quand vous voyez bien qu'il n'y a pas conservation de l'énergie cinétique, et typiquement qu'elle est partie en chaleur, en déformation. Un exemple que je prends souvent avec les étudiants, c'est si je lance un chewing-gum dans le dos de quelqu'un. Le chewing-gum il va se coller sur la personne, ça va être un choc parfaitement inélastique. Et donc comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Eh ben, je vais reprendre une expérience que vous allez voir à l'expérimentarium, où vous imaginez ici, pour reprendre mes billes, que là j'ai mis de la super glue. Et là j'ai mis une autre bille. Au début, j'ai donc ma masse 1, on va rester à 1 kg malgré la super glue, la masse 2, 1 kg, et une vitesse initiale 5 mètres par seconde. Il y a collision, mais après collision, mes deux billes sont parfaitement collées. Il n'y a pas eu de rebond, il n'y a pas eu de conservation de l'énergie cinétique ici, et donc j'ai ici un choc inélastique. Et donc j'ai plus de bille 1 et de bille 2 si vous voulez. J'ai la bille 1 plus la bille 2. C'est devenu un seul objet qui avance maintenant à une vitesse. Je peux donc réécrire mes équations. J'ai la quantité de mouvement totale de mon système avant, en vecteur, qui va être égale à la quantité totale de mouvement de mon système après la collision. Alors encore une fois, je peux choisir un système d'axe x vers la droite et tout faire selon x. Ici, on va faire des exemples à une dimension, mais vous pourrez faire des collisions à 2 ou 3 dimensions. Alors avant le choc, j'ai quoi? J'ai la masse 1 fois V1 plus la masse 2 fois V2. Ça, c'est bien ma quantité de mouvement de 1 et ma quantité de mouvement de ma bille 2. Tant qu'à faire, remplaçons les valeurs. M1, c'est 1 kg. V1, c'est 5. Et ici, j'ai 0. Allez, j'ai 1 fois 0 pour être précis. Qu'est-ce que j'ai après? Eh bien, après, j'ai plus vraiment deux objets différents. J'ai un seul gros objet qui est collé. Mon gros objet, c'est quoi sa masse? C'est la masse 1 plus la masse 2. Et il se déplace à une vitesse V1 et 2'. J'aurais pu écrire ça, si vous distribuez. La bille 1, elle va à une vitesse V1 plus 2', et la bille 2, elle va à une vitesse V2 1 plus 2'. J'aurais pu écrire ça comme ça, mais je préfère de loin cette notation-ci, où on se rend vraiment compte, maintenant j'ai plus qu'un objet. Ça n'a pas de sens de faire deux termes dans l'équation. J'ai un gros objet qui bouge. Ça, vous pouvez l'imaginer, votre voiture qui vient s'encastrer complètement dans le camion, qui passe par exemple à travers la porte arrière ou n'importe quoi. Ça, vous n'avez plus qu'un objet, si j'exagère un petit peu. Calculons maintenant ce que ça donne. La masse 1 plus la masse 2, j'ai 1 kg plus 1 kg, ça fait donc 2 kg fois V1 plus 2'. Allez, ça c'est quand même pratique. Regardez, j'ai qu'une inconnue ici. J'avais perdu une équation puisque je ne pouvais pas dire que la conservation de l'énergie cinétique était appliquée. Mais comme le problème est inélastique, j'ai qu'une inconnue en fait.
Et donc ici, si je résous tout ça, j'ai à gauche 5 qui est égal à 2 fois V1 plus 2'. Et donc, la vitesse qu'auront mes deux billes collées ensemble après le choc, c'est 5 demi, c'est-à-dire 2,5 mètres par seconde. Et c'est quelque chose que vous auriez pu trouver comme ça, sans faire les calculs. Tiens, si j'avais quelque chose qui pesait 1 kg qui avance à 5 mètres par seconde, et que suite à un choc, il passe à 2 kg. Bah, s'il n'y a pas eu de force en plus pour l'accélérer ou quoi, il est 2 fois plus lourd, il va donc 2 fois moins vite. Ça deviendrait 3 fois plus lourd, 3 fois moins vite, etc. Ça, c'est une collision inélastique. Pour être plus exact, c'est une collision à 100%. Pardon, non. Pour être plus exact, c'est une collision à un certain pourcentage élastique. C'est quoi ce pourcentage? C'est à quel point on a perdu de l'énergie cinétique. Regardons. Ici, mon énergie cinétique avant, c'était, je vais le faire ça sur le prochain slide, donc l'énergie cinétique avant, c'était 1 demi la masse 1 fois la vitesse 1 au carré, plus 1 demi la masse 2 fois la vitesse 2 au carré. Ça faisait donc 1 demi fois 1 kg fois 5 au carré, plus 0. Et donc j'avais ici 12,5 joules d'énergie. L'énergie cinétique après, c'est 1 demi. Et maintenant j'ai une seule grosse double bille, puisqu'elles sont collées ensemble, fois V1 plus 2' au carré. Si on remplace, j'ai donc 1 demi fois 2 fois 2,5 au carré. Alors 2,5 au carré, ça fait 6,25 joules. On voit donc que j'ai une perte d'énergie. De combien? De 50%. 6,25, c'est la moitié de 2,5 joules. Et donc ici, j'ai un choc inélastique à 50%. J'ai perdu 50% de mon énergie. J'ai pas tout perdu, mais j'ai perdu une partie. Est-ce qu'il y a des cas où on perd 100% de l'énergie? Alors oui, ça va dépendre, premièrement, du type de matériau. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme choc? Est-ce que ça va être entre une bille et un scratch? Est-ce que ça va être entre de la plasticine et du sable? Tout ça va jouer sur où va partir l'énergie. Mais ça peut être aussi juste lié à la situation. Démonstration, je reprends ma bille ici et je la lance à 5 mètres par seconde vers la droite. Jusque-là, c'est assez semblable et j'ai toujours de la glu. Je prends une autre bille que je lance dans l'autre sens. Même masse des deux côtés et même vitesse. Ma quantité de mouvement avant, c'est donc 1 fois 5 pour cette bille-ci, moins, puisqu'on va dans l'autre sens, rappelez-vous, c'est des vecteurs, on va projeter selon x, 1 fois 5 pour la bille 2. J'ai donc une quantité de mouvement avant qui vaut 0. Après, mes deux billes sont collées. Et donc P après, ça va être la masse des deux billes fois la nouvelle vitesse de ces deux billes collées ensemble. J'ai une collision, donc les deux ici doivent être identiques. Donc ça veut dire que soit mes masses sont nulles, mais ça c'est pas possible. Donc ça veut dire que ma vitesse est nulle. Donc si je lance deux billes l'une vers l'autre dans un choc inélastique, c'est-à-dire qu'elles vont coller, alors ma quantité de mouvement vaut 0, mes deux billes s'arrêtent. Ici, j'avais de l'énergie cinétique, hein, j'avais 1 demi la masse 1 fois 5 au carré, plus 1 demi fois la masse 2 fois 5 au carré. Ça, c'était mon énergie cinétique avant le choc. Mais mon énergie cinétique après le choc, comme tout va être immobile, bah, ça va être 0. Et donc là, j'ai perdu
100% de mon énergie. C'est donc un choc 100% inélastique. Je bougeais avant, je bouge plus après. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui est partie dans quelque chose. Typiquement, il y a beaucoup d'énergie qui est partie dans la glu. Ici. Voilà pour les exemples de chocs élastiques et inélastiques. Typiquement, quand on regarde le billard, et tous les chocs qu'on va considérer comme élastiques, quand on va vous dire dans les exercices, considérez que c'est un choc élastique, ou est-ce que c'est un choc élastique et que la réponse qu'on attend c'est oui, allez pas dans les détails, dites pas ah ben non, on va entendre un bruit, et donc si le choc il est à 95% élastique, on va dire qu'il est quasi élastique et employer la conservation de l'énergie cinétique. C'est plus dans les cas vraiment forts où au lieu d'avoir deux objets, on n'en a plus qu'un, où ça se colle, où ça se déforme très fort, où il y a beaucoup d'énergie dissipée, qu'on va prendre ça en compte. Dans nos exercices, par contre, évidemment, si vous voulez faire une expérience très précise, vous devrez prendre en compte tous ces changements d'énergie. Vous verrez ça à l'expérimentarium, mais typiquement, à un moment, je vais faire fondre de l'aluminium grâce à un choc. Ben là, pour comprendre pourquoi l'aluminium fond, il faut comprendre que le choc n'est pas élastique. Mais je ne vous en parle plus, pas plus, on en parlera la fois prochaine. La vidéo fut fort longue, donc un petit récapitulatif. Dans cette vidéo, nous avons vu les collisions, élastiques et les collisions inélastiques. Qui dit collision dit quantité de mouvement totale avant en vecteur égale quantité de mouvement totale après en vecteur. Pour rappel, quand on a des vecteurs, on peut décomposer et donc dire que c'est la quantité de mouvement totale avant selon x qui est égale à la quantité de mouvement totale après selon x et que la quantité de mouvement totale avant selon y est égale à la quantité de mouvement totale après selon y. Alors je pourrais faire la même chose avec z, mais vous avez compris l'idée. Donc en fait ici j'ai trois équations, selon x, selon y, selon z. Et puis on avait que pour les chocs élastiques, j'ai l'énergie cinétique totale avant le choc. Et donc pour les collisions élastiques ou quasi élastiques, l'énergie cinétique totale avant le choc est égale à l'énergie cinétique totale après le choc. Pour les cas inélastiques, il y a une perte d'énergie cinétique. Point. Voici le résumé de ce cours, sachant évidemment que la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, avec des exemples qui devraient vous permettre, ici la dernière je vous ai fait un choc élastique et un choc inélastique, ces exemples vous sont suffisants pour passer les exercices de ce livre qui sont les derniers exercices pour la cotation permanente. Courage, accrochez-vous. La semaine prochaine, il y aura encore une vidéo, mais ce sera une vidéo de détente où vous regardez juste des expériences, où vous me voyez, moi, faire un peu d'animation, juste pour des points bonus. Donc je vous encourage vraiment à les regarder, un peu comme cadeau de Saint-Nicolas. Je vous souhaite un bon boulot. Comme d'habitude, n'oubliez pas que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Et on se voit la semaine prochaine en TP pour certains, ou via Monsieur Van Larbeek et Madame Cutting pour d'autres. À bientôt.